Nouveau numéro de votre magazine Les Dossiers sur Ecofin Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé en 2019 la mise en place d'un vaste programme de lutte contre la pauvreté. Une initiative justement ambitieuse que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, veut en tout cas que ça puisse réussir un peu plus que le programme des 100 jours qui a connu beaucoup de couacs. Ce programme a été nommé le programme de développement à la base des 145 territoires. L'objectif, justement, vise à réduire les inégalités spatiales entre les zones urbaines et les zones rurales, redynamiser les économies locales et transformer les conditions et les cadres de vie des populations congolaises qui vivent dans les zones jusque-là mal desservies par des infrastructures sociales des bases. Nous en parlons aujourd'hui et nous donnons la parole à l'une des intelligences les plus actives de notre pays. Il s'agit de l'honorable Edmond Longo Kimbenza. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre domicile. J'ai parlé donc du programme des 145 territoires, mais bien avant d'en arriver là, une brève présentation de vous. Vous êtes un ancien député national, élu à la législature 2006-2011, de Tchéla, dans la province du Congo central. Alors, sans tarder, le programme de développement à la base des 145 territoires annoncé en grande pompe par le président de la République en 2019 pour pouvoir mettre un peu plus d'égalité entre les zones urbaines et les zones rurales. Alors, quelle a été votre première impression à l'annonce de la mise en œuvre de ce programme? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Dès que cela a été annoncé par le président de la République, j'ai été très heureux. Très heureux, l'idée a été ingénieuse. Mais alors... Alors, il y a déjà des problèmes. Il y a déjà des problèmes. Parce qu'on peut initier une activité, mais lorsqu'il n'est pas bien planifié, il y aurait échec. Est-ce que cette idée-là, de développer les 145 territoires, est-ce que les gens qui entourent le président, ses conseillers, est-ce qu'ils connaissent d'abord ce que c'est un territoire? C'est là où le problème. Moi, je pense que le président avait bien pensé, c'est comme ça, parce qu'on doit commencer à la base. Tout à fait. Monsieur le journaliste, vous êtes des jeunes, mais nous qui avons vécu du temps colonial, nous avons quand même vu comment le pays a été administré. Parce qu'en 60, quand il y a eu l'indépendance, les colons, les colonialistes nous ont laissé quand même un pays où il était bon à vivre. Toutes les infrastructures étaient organisées. Alors, on était heureux de vivre. On dit que non, nous étions colonisés, mais moi, quand vous allez dans les villages, les gens vont vous dire qu'on aurait voulu que les Flamands restent encore dans ce pays. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas comment gérer notre pays. Monsieur le journaliste, le président avait bien pensé d'initier ce projet. Et pour votre gouvernement, vous êtes des jeunes. Quand l'homme blanc est arrivé, le colonialisme est arrivé ici, mais il y avait déjà une administration. Le pays était organisé. Il y avait des villages, ça c'est les clans. Les villages, quand les clans s'élargissent, ça devient maintenant un groupement, plusieurs villages issus des mêmes ancêtres communs. Alors, dans d'autres provinces, par exemple, nous au Congo central, il y avait des villages et des groupements. Dans d'autres provinces, il y avait des chefferies, des royaumes, même il y avait des rois. Donc, ils avaient une administration. Vous savez, les chefs du village,
avant l'arrivée de l'homme blanc, c'est lui qui dirigeait, qui avait l'administration en main. Tout à fait. Avec ses notables. Il y avait la justice. Quand il y a des problèmes au village, ils étaient là, ils siégeaient. Le chef du village était même l'agronome. Avant l'arrivée de l'homme blanc, il connaissait déjà à quand il faut défricher, à quand il faut planter et quand il faut récolter. Donc ils étaient des agronomes. Même la pêche était organisée. Les chefs du village interdisaient de faire la pêche tous les jours. Tout à fait. Il y avait des moments, des périodes déterminées. 3 mois, 4 mois après, on peut faire la pêche. Alors justement, puisque vous évoquez cet aspect de l'ancien Congo, on peut le dire ainsi, vous pensez que le programme du développement à la base des 145 territoires a été mal planifié du fait qu'on n'a pas consulté ces gens-là qui vivent dans l'arrière-pays? Oui, mais l'homme blanc est arrivé, il a copié. Il a trouvé des gens, il faisait les routes. Ce qu'on appelle le travail qu'on appelait Sankiyombe, Kingandi. Donc dans les villages, les chefs de village organisaient des travaux d'intérêt général du village. Ils faisaient leurs champs, ils entretenaient leurs rivières, leurs ruisseaux. L'eau était propre. Même s'il y avait des cases, mais ils savaient, ils se mettaient ensemble pour construire des cases. Donc l'homme blanc n'a fait que copier comment il vivait. Il y avait de l'entraide, ils s'entraidaient. Aujourd'hui, nous allons faire les champs de Mamatel, des mains de celle-là. La maison de Longo, vraiment, ils viennent m'aider. Tous les villages se mobilisent. Moi, je prépare seulement la nourriture. Donc, c'était des travaux bénévoles pour s'entraider, pour développer leur village. Et il y avait aussi des règlements. Vous allez à la pêche pendant la période où le chef a interdit, vous avez des problèmes. Vous passez devant le tribunal du village. Donc l'homme blanc, c'est comme ça qu'il est arrivé. Il a commencé à placer des chefs de groupement qui avaient reçu un titre administratif, de nomination administrative, les chefs de secteur. Et après, il a pensé que ces chefs de secteur doivent être dirigés, gérés par un administrateur de territoire. Ce sont des gens qui viennent de l'Europe, des gens qui ont étudié. Je rappelle que vous-même, vous êtes un ancien administrateur. Je suis un ancien administrateur du territoire, comme c'est des autres administrateurs du territoire. Tout comme des collectivités. Oui. Aussi. Donc, l'administrateur, comme le chef du village, l'homme colonial savait que les chefs du village étaient déjà agronomes avant l'arrivée des colonialistes. Même, vous voyez, les femmes sages, les maternités, tout était organisé avant l'arrivée de l'homme blanc. Donc l'homme blanc ne fait que copier. Alors, maintenant, quand on a lancé l'idée le projet là de développement des 145 territoires, on devrait réfléchir. Comment l'homme blanc a réussi? Comment ça a évolué jusqu'à l'indépendance? Il faut qu'on fasse une étude, ce qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a vu? On va inviter des sociétés, on va offrir des marchés. Des marchés publics attribués à des sociétés. Non, ce n'est pas comme ça. Sans avoir fait des études. Non, c'est le journaliste. L'homme blanc a été sage. Il dit comment développer maintenant ce milieu-là? Ce territoire qui était déjà créé, ils ont divisé les territoires conformément au nombre de secteurs. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Bon, il dit, nous devons mettre, Léopold II a créé ce qu'on appelle le Fonds du bien-être indigène. Le Fonds du bien-être indigène, c'est-à-dire de l'argent qui était préparé pour donner aux Congolais, pour développer leur milieu d'origine. Mais l'homme blanc, il dit, tiens, ces gens ne savent pas gérer. Ils ne connaissent rien, ils sont des illettrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, monsieur le journaliste? Ils ont fait venir leurs enfants en Europe. Ils venaient seulement avec leurs valises, ils débarquaient avec leurs valises. Ils arrivent là-bas. Qu'est-ce que l'homme blanc a fait? Tel blanc. Vous allez dans le territoire de
de Sekebanze par exemple, vous allez vous occuper de l'agriculture. Un tel dans le territoire de Tchela, toi aussi dans le territoire de... Donc, on les éparpillait comme ça. On leur remettait l'argent qui était destiné aux Congolais pour qu'ils puissent développer le milieu rural. Et l'homme blanc qui arrive avec sa valise, il devient millionnaire avec l'argent qui était destiné aux Congolais. Tout à fait. Ils ont obtenu des terrains de plantations. Ils ont créé des plantations de café, de bananiers, tout ça. Des palmeraie. Et ils ont commencé à prendre. Avec cet argent, on leur demandait d'acheter des matériels de cartonnage. Ils ont acheté des tracteurs, des niveleuses. Donc, ils étaient obligés d'ouvrir les routes. Parce que l'argent qu'ils recevaient, c'est l'argent non remboursable. C'était l'argent des Congolais. Alors maintenant, vous avez vu, par exemple, dans le territoire de Tchela, je donne l'exemple, même dans d'autres, parce que j'ai été aussi à l'Équateur, c'est le même système qu'ils ont utilisé dans tous les territoires. Mais je vous parle d'abord du territoire, par exemple, de Tchela, Lukula, Sekebanze. À Sekebanze, il y avait 220 colons belges. Ils sont venus pauvres, mais on leur avait donné l'argent destiné aux Congolais avec le fonds du bien-être indigène créé par l'épaule 2. On a mis de l'argent là-bas. Alors, ils ont créé des sociétés. Dans le milieu là, ils étaient installés. Ils ont ouvert des cantines, des dispensaires, des routes. Donc, ils ne payaient pas encore de taxes. Rien. Voilà. Et maintenant, ils engagent des travailleurs. Ce qui fait que les gens n'avaient pas besoin de venir à Kinshasa. Quand vous allez au journal Mayomba, vous allez regretter, parce qu'après les organisations, tout est foutu. Il y a des maisons, de belles maisons à travers la forêt, dans le Mayomba, dans le Sekebanze, presque même à l'Équateur, la même chose. C'est comme ça qu'on a développé les milieux. Chaque société avait un hôpital. Chaque société avait du loisir, du football. Il y avait des terrains de football dans chaque milieu. Dans la forêt, vous arrivez là-bas, il y a le groupe électrogène. On savait trouver une bière froide. Voilà la politique que l'homme blanc a utilisée. Ces gens ne payent pas les taxes. C'est comme ça qu'en 1958, quand Kassavoub devait être investi, bourgmestre de Dendal, qui est devenu le bourgmestre de Kassavoub, dans son discours d'investiture, il a demandé au roi de donner la nationalité congolaise à ces colons belges-là, parce que c'est de l'argent du Congo qu'ils ont reçu. L'argent qui était destiné pour le Congo pour développer leur milieu. Il fallait nationaliser. Ah, c'est ce que l'Afrique du Sud, Mandela a fait. Tout à fait. Mandela, à l'indépendance, il dit... Même Robert Mugabe a fait... Oui, vous devenez les Sud-Africains. L'économie sud-africaine se trouve entre les mains des Blancs. C'est ce que Kassavoub avait conçu en 1958. Il n'a pas été écouté, il n'a pas été appuyé. Voilà comment on a développé les milieux. Donc, vous n'avez pas besoin de venir à Kinshasa. Tout était là. Les colons, les commerçants, là, enfin, ceux qui ont créé des sociétés, ils achetaient tous les produits des villageois. Donc, les villageois se retrouvaient. Mais maintenant, les routes, allez voir un peu les organisations, tout est foutu. Les acquéreurs, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Donc, c'est ça que le président aurait dû faire. Recourir d'abord aux anciens, planifier, qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous, ils ont commencé par construire des écoles, des hôpitaux. Oui, c'est bien. Mais il y a quand même des études qui ont été faites en amont, notamment par les experts du ministère du Plan. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait eu des études qui ont été faites. Parce que nous avons vu, on a commencé directement par... Parce qu'aller voir, par exemple, le territoire de Tchela, vous ne savez pas atteindre certains coins. Alors qu'on devait... Donc pour vous, on doit commencer à faire d'abord désenclaver, aller d'abord au milieu,
aller voir les chefs là-bas. Qu'est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par où? À mon humble avis, vous aurez pu commencer par les routes. Si je comprends bien, le programme de développement à la base des 145 territoires a été mis en place sans consulter ceux-là même qui vivent en réalité là dans le Congo profond. Non, on devait commencer à planifier. La planification devait se faire à partir du milieu. On devait envoyer des experts là-bas, on réunit les chefs de village, tout ça. Et on voit même comment l'homme blanc a développé nos milieux. Comment comment les gens se retrouvaient. Il n'y avait presque pas de chômeurs dans nos villages. On n'a pas planifié, c'était mal. Directement, on voit telle société. Parce que quand une société reçoit l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit voir son intérêt là-bas. Tout à fait. Par exemple, une construction d'une école qui doit coûter 500 000. Mais la société doit gagner. Il va dire, oh oui, 500, mais c'est dans ces 500. Est-ce qu'il va construire une école pour 500? Parce que certaines autorités attendent aussi. C'est ça. Donc, on fait des marchés. Les commerçants se précipitent. Justement, il y a quand même, mais des appels on va public. Tout à fait. Mais maintenant, ces commerçants qui se présentent là-bas, pour que vous soyez acceptés, il faut accepter ce qu'on va vous imposer en retour. Alors, qu'est-ce que vous aurez fait? Mais si l'argent arrivait directement à la base, parce qu'auparavant, c'est l'administrateur du territoire. C'est comme ça que l'État colonial est arrivé. Il y avait aussi la CPM. La collectivité, le secteur doit avoir aussi des recettes. La CPM, contribution personnelle minimum. Ça, c'était destiné pour le développement du milieu. Quand vous avez atteint l'âge de 18 ans, vous devez payer l'impôt qu'on appelait la CPM. Parce qu'il ne faut pas attendre que le gouvernement central bouge. Non, avec ces recettes-là, l'administrateur gérait ça avec le conseil des secteurs pour construire des maisons. Un petit pont là-bas, ça ne demandait pas qu'il faut d'abord recourir à Kinshasa. Donc la plus grosse erreur qu'on a commise, c'est de ne pas aller faire le travail à partir de la base. C'est de partir de là qu'on devait aller faire une prévision et voir quelles sont les priorités. C'est le journaliste. Si on aura l'occasion, vous descendez dans le territoire de Tchéla, vous allez voir, vous allez pleurer, vous allez voir des infrastructures, des maisons, des anciennes entreprises de Belges, des Portugais même, qui moisissent là-bas, de belles maisons, de villas, alors de villas. Mais au-delà de tout ça, on entend aussi les populations congolaises qui vivent dans ces zones reculées du pays, qui disent que le programme de 145 territoires vient en quelque sorte rétablir une sorte d'équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales qui ont été pendant plusieurs régimes politiques notamment oubliés après le départ des Belges. C'est quand même quelque chose de positif quelque part. Non. C'est le journaliste, il faut descendre. Parce que maintenant, ils sont en train de construire des écoles, des hôpitaux. Il n'y a pas d'impact. Maintenant, le villageois qui cultive, qui a son champ de bananes, dernièrement, je suis arrivé dans le marché d'Ngandatsundi, par exemple. J'arrive là-bas des vieilles mamans qui viennent avec les régimes de bananes. Et les taxateurs, l'agent de l'administration vient déjà déposer une taxe. Il doit payer, par exemple, 200 francs. Mais toute la journée, il n'y a pas d'acheteur. Mais il a déjà reçu les jetons pour payer 200. Moi, j'ai vu des mamans pleurer là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Un régime qui devait être vendu à 2000 francs, il va le vendre à 1000 francs, voire même 800 francs. Qu'est-ce qu'il va gagner? C'est réhabiliter d'abord le milieu, les routes. Si on avait réuni les gens, par exemple, si on avait appelé nous les notables, moi j'aurais dit qu'on puisse d'abord peut-être acheter des tracteurs
qu'on remette à chaque collectivité. Mais lorsqu'on parcourt le programme de développement de 145 territoires, on voit que l'État a réservé une part importante au volet infrastructure, routière notamment. Mais il faut attendre quand? Même ce volet-là, ça va commencer quand? Je crois qu'il y a une planification que l'État a déjà faite pour pouvoir amorcer. On doit immédiatement remédier à la situation, monsieur le journaliste. Et comment on doit faire, justement? Mais envoyer des experts. Des administrateurs doivent déjà faire un programme. Ça veut dire aujourd'hui, on doit faire appel aux administrateurs du territoire. Mais malheureusement aussi, ces gens qu'on nomme, qui n'ont aucune expérience. Donc il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Parce que maintenant, l'administrateur du territoire, même sans qu'on puisse le réunir, il devrait faire un rapport, les rapports. Il devrait faire les rapports. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un premier temps pour le bien-être de leur population, de leur milieu? C'est ce que le ministère de l'Intérieur devrait demander à chaque territoire. Parce que maintenant, des sociétés à qui on a confié des travaux de construction, mais c'est pour bouffer l'argent de l'État inutilement. Nous avons des services de l'État. Il y avait des maçons de l'État auparavant. Les travaux de l'État étaient exécutés par des agents de l'État. Il y avait des maçons de l'État qui construisaient. Mais pourquoi toujours recourir aux entreprises qui vont facturer doublement ou triplement au détriment de l'État, de l'administration? Mais quelque part, l'État veut aussi cette expertise-là qui va permettre à ce que les infrastructures qui seront livrées puissent durer dans les temps. Vous avez décrié ici des infrastructures qui ont été construites il y a quelques années. Aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Oui, parce que c'est mal exécuté. Monsieur le journaliste, vous voyez, vous avez le ministère de l'Intérieur. Vous savez, après l'indépendance, pourquoi ça marchait? Kassavou, président de la République, il a marché, il a suivi. Parce qu'il faut savoir imiter. Comment les Belges travaillaient. Demandez à un absent territoire, ils ont des agronomes, combien de ménages agricoles il y a des administrateurs qui ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, il y a quand même une réalité à laquelle le pays fait face. On a très peu d'agronomes, en tout cas qui ont fait des études sérieuses dans le domaine. Non, il y en a. Il y en a, mais on ne veut pas les utiliser. On va aujourd'hui dans nos universités publiques, pour ne prendre que cet exemple-là, les facultés d'agronomie, c'est pratiquement vide. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et l'État était aussi obligé de se rendre à l'évidence et faire appel à ceux-là qui ont de l'expertise. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que l'administrateur du territoire doit faire chaque mois son rapport avec son agronome, son agent vétérinaire. On connaît le nombre de bêtes. Moi, quand j'étais administrateur, j'ai vu des archives de l'administrateur du territoire qui connaissent même le nombre de cases, de maisons de chaque village. Et c'est comme ça qu'après l'indépendance, on a suivi. Vous, un administrateur du territoire, vous ne faites pas les rapports mensuels, mais vous n'existez pas. Comment mener à pléthore, même les agents de l'État, monsieur le journaliste? Il y a des agents fictifs. Mais qui doit le faire, qui doit aider l'État? C'est l'administrateur du territoire, parce que chaque mois, il est obligé de faire la liste de tous les agents par grade pour tous les services à sa charge. Parce que tous les services, chaque mois, maintenant, ils ne le font plus. Même le nombre d'armes, les gens qui ont des armes à feu, c'est recensé chaque mois. La population était communiquée chaque mois parce qu'il y avait des recenseurs qui sillonnaient la collectivité chaque mois. Et chaque mois, l'administrateur du territoire commente le rapport de recensement, il envoie à la province, ministère de l'Intérieur. Et le ministère de tout ça, ils ne savent plus ça suivre. Alors, Kassavou a suivi,
tous les anciens commis des territoires étaient devenus des administrateurs du territoire. Je peux vous donner l'exemple d'Ngoulou. Il était commis du territoire à Mbandaka. Après l'indépendance, administrateur du territoire, gouverneur, jusqu'à être ministre de l'Intérieur. Alors, nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission. Oui. Au-delà du volet infrastructure, on a aussi le volet du développement des économies locales. Oui. Aujourd'hui, le programme des 145 territoires, le coût global, c'est 1,6 milliard de dollars américains. Et dans tout ce coût, l'État a réservé un peu plus de 17% rien que pour développer les économies locales. C'est quand même salutaire. Ça. Oui, c'est quoi économie locale? C'est le journal. Vous avez évoqué ici le cas des mamans qui vendent, notamment, et qui ont des difficultés. Et comment on va procéder? Comment on va procéder ça? Avec cet arrêt, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Mais qu'on aide seulement cette population d'abord, ouvrir les routes, l'évacuation des produits. Elle est Mouyombe. Il faut voir, par exemple, au mois de décembre, janvier, février, comment les ananas de Mouyombe pourrissent. Qui a acheté? Il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas de véhicule pour évacuer ça. Vous verrez peut-être un véhicule, deux véhicules. Et puis, quelle route? C'est pourquoi je vous disais qu'on devrait commencer d'abord par attaquer le problème des routes pour évacuer le produit. Parce que vous allez cet argent, est-ce que vous allez mettre ça à la population? Non. Et qui dit qu'on fait les routes? Parce que si la population arrive à vendre, les produits sont évacués, même les villes seront bien. Moi, quand je vois une ananas qui coûte 5 000 ici, alors que Mayombe, on l'achète à 500 francs, 1000 francs, comment on peut aider la population à monter le revenu, son revenu? Dernièrement, j'étais au Mayombe, il y a quand même un commerçant qui est allé acheter des huiles. Un bidon d'huile, l'année passée, les gens pleuraient. Un bidon d'huile de 25 litres coûtait combien? Je n'exagère pas, c'était 5 000. Les gens pleuraient, 5 000. Alors, le commerçant qui amène ça, c'était dans les 10 000, 12 000. Mais maintenant, quelqu'un qui est en train d'acheter, à combien aujourd'hui? 40 000 les bidons de 25 litres aujourd'hui. Donc, vous voyez que le revenu de la population monte. Ce sont ce genre de choses qu'on doit étudier. Comment aider cette population à avoir l'argent? Mais dans le programme des 145 territoires, le gouvernement prévoit, notamment dans le cadre du développement des économies locales, à distribuer des engrais, notamment, et des semences aux cultivateurs pour pouvoir augmenter leur rendement. Oui, mais même s'ils recevaient des semences, c'est quand même une stratégie aussi. Ils peuvent recevoir des semences. Ils vont planter. Nous avons fait l'expérience, par exemple, le secteur de Madouda. On a donné des semences une fois aux jeunes gens qui cultivent des oignons. Les oignons étaient là. Des sacs et des sacs. Comment les évacuer? Ça commence à pourrir. C'est les infrastructures routières qu'il faut d'abord aménager. C'est le pilier de base. Oui, quand c'est vraiment... Et puis maintenant, vous aidez. Et puis maintenant, vous voyez, on peut confirmer, par exemple, des vrais commerçants. Parce que la organisation, Mout a commis l'erreur de donner des entreprises aux gens qui ne connaissent pas le commerce. Mais là-bas, s'il remettait l'argent, par exemple, tel commerçant, un véhicule, prenait ça à crédit pour évacuer les produits agricoles de la population, pour aider la population. Voilà, par exemple, des choses que l'État devrait faire. Tel commerçant, vous, occupez-vous de tel secteur. Voilà les véhicules à crédit. C'est ce que le fonds du bien-être indigène, ils ont fait. Ils ont donné de l'argent non remboursable. Et justement, c'est ce que l'État prévoit aussi de faire. Mais alors? C'est ce que l'État prévoit de faire dans les 145 voilà les choses qu'on peut. Si réellement on va les faire, ce serait bien. Beaucoup de commerçants sont découragés. Oui.
Ils commencent, vous voyez, allez voir, quand ils viennent, par exemple, avec leurs véhicules, avec les produits, comment les tracasseries. Les tracasseries, des barrières et tout ce qui va avec. Et les commerçants sont découragés. Quand Kabyle est arrivé, la FDL, vous savez que toutes les plantations des cafés sont tombées en faillite. Les gens ont commencé à transformer ça en champ de manioc. Moi, en tant que commissaire d'ici, nous avons fait les rapports au président Laurent. Donner l'argent au commerce, même si le prix a baissé sur le marché mondial, mais l'essentiel, c'est récupérer les devises. Les gens ne savaient plus vendre leur café. Le café a commencé à pourrir dans les villages. Alors que ça faisait des recettes chaque année, le café, parce que l'État en bénéficiait. Maintenant, allez voir, dans le Kakong, par exemple, dans le Mayom, allez voir à Guémena. C'est ça qui a rendu Bemba riche, le café. Mais maintenant, le programme du gouvernement des 145 territoires prévoit aussi de ressusciter ces secteurs-là qui sont en quelque sorte morts. Oui. Moi, j'avais fait un rapport. J'ai fait même un rapport ici que j'ai envoyé au Premier ministre. J'ai dit dans ce rapport ici, toujours pour les 145 territoires, je demande, mais toutes les concessions des acquéreurs qui n'auraient fait, qu'on récupère, que l'État récupère, et voir à qui on peut encore les confier. Par exemple, Ngoulou, il est mort. Il a obtenu la Sekwa à Lukola, des éveillats, et de belles maisons. Pourquoi ne pas récupérer? Parce qu'ils n'ont pas acheté ça. C'était des acquéreurs. Pourquoi ne pas récupérer? J'ai mis ça dans mon rapport. Pourquoi ne pas récupérer et remettre ça aux bons gens qui peuvent relancer les activités? Donc, c'est le journaliste, bref, ça mérite une étude sérieuse. Sinon, l'idée est ingénieuse que le président avait prise, mais la planification, il faut beaucoup y réfléchir, étape par étape. Moi, j'avais demandé qu'on puisse commencer d'abord par les routes. Et le reste, progressivement. Parce que s'il n'y a pas de route. Et aujourd'hui. Allez voir quand on transporte même un malade. Dernièrement, si je savais, j'allais vous réserver une photo là-bas. On transporte un cadavre par moto derrière. Et on doit traverser un petit pont comme ça avec des planches de l'eau. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que le programme des 145 territoires, c'est déjà à 50% en ce qui concerne le démarrage. Bon, on doit quand même mettre dans l'évidence, à peu près, on va quand même mettre dans l'évidence, le programme est sur le rail. Vous, si le gouvernement demandait, par exemple, votre expertise pour pouvoir l'accompagner dans ce secteur-là, que préconiseriez-vous à cette étape des choses? Monsieur le journaliste, vous savez, moi, quand j'étais commissaire de zone, j'ai reçu la lettre du roi Baudouin, qui répondait à un fou. Il a écrit, le fou a écrit au roi. Je reçois maintenant une lettre de réponse du roi. Vous voyez, avec quelle attention. Nous, il n'y a pas d'attention. Nos autorités n'apportent pas attention à certaines choses. Maintenant, moi, est-ce qu'on a, si on a apporté une certaine attention, le Premier ministre m'aurait appelé. Nous, on respecte. Donc, il faut être à l'écoute. Mobutu écoutait. C'est pourquoi il a tenu le coup. Mobutu, quand il apprend quelque chose, directement il agit. Faites une lettre, parce que nous, les rapports, Mobutu avait donné l'ordre à chaque commissaire de zone. Il y avait des fournis. Rapport le matin, rapport le soir, sur l'état de votre territoire, de votre zone à l'époque. Il faut que les autorités arrivent à écouter, à imiter.
Ce que Mandela a fait, il a imité. Ce que Kasavubu allait faire en 58, avec les mandats en 54, que ces gens-là, ce qu'on puissent devenir des Congolais. C'est ce que Mandela a appliqué chez lui. Nous ne voulons pas imiter. Donc il faut que le ministère de l'Intérieur puisse nous aider à mettre des territoriaux qui connaissent, il doit peut-être les recycler, hein, pour qu'ils puissent être à la hauteur, comment ils doivent gérer. Et les archives sont là, ils peuvent voir, les archives, comment les Belges ont géré ce pays. On comprend donc aujourd'hui que selon vous, il y a un sérieux problème de planification dans le PDL 145 territoire du président de la République, oui, et qu'il faut partir à la base, consulter, oui, les administrateurs des territoires, oui, notamment, pour pouvoir juguler à ce problème, ce déséquilibre, oui, en quelque sorte de planification. Exactement. Merci beaucoup, honorable Edmond. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre domicile. C'était un plaisir pour nous d'avoir fait cette émission avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, c'est important pour moi. Il faut continuer à le faire. Et je suis sûr aussi que vous n'êtes pas écouté. Parce que les autorités doivent suivre. Qu'est-ce que les journalistes disent? Mais vous êtes un outil important dans un pays, les journalistes. Maintenant, vous faites le travail, ça, vous allez communiquer tout ça. Mais c'est pour l'intérêt de l'État. Est-ce que l'État exploite ça? Non. C'est comme ça que d'autres pays, l'État protège les journalistes que vous êtes. Parce que vous lui apportez alors la vraie information. Quitte à lui à corriger, à suivre. Parce que quand on doit gérer... Mais je sais que quand un journaliste vient me faire un rapport, moi l'autorité, c'est vrai. Mais quand vous recevez peut-être des mensonges des gens qui viennent de voler, oh non, tout marche bien, tout ça va bien. Mais non, l'État prend les journalistes, pas même les journalistes et les RTNC, tels que votre chaîne, allez un peu mener des investigations à tel quoi, apportez-nous le rapport. L'État doit utiliser tous les journalistes, sans distinction. Et votre message, nous espérons qu'il est tombé dans les bonnes oreilles des décideurs de ce pays. Merci beaucoup. Merci une fois de plus de nous avoir accueillis ici chez vous. Je rappelle, vous êtes député national, ancien député national. Honoraire. Législature 2006-2011, élu de Tchéla dans la province du Congo central. Oui. Merci une fois de plus. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission sur Ecofin Télévision. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, cette fois pour des nouveaux dossiers. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.